peu moins de verrous, eh bien c'est la méthode utilisée ici. Elle propose des états généraux de l'éducation pour justement négocier ce qui sera décidé avec les enseignants, avec l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, pour décider justement, cibler encore mieux les moyens qu'elle va mettre l'an prochain. Alors, venons-en donc aux propositions. Les propositions, vous avez dû, et je vais peut-être passer un peu plus vite, mais je crois que c'est important de développer certains aspects. C'est d'abord, naturellement, de s'attaquer à l'inégalité, de s'attaquer à l'échec scolaire. Peut-être des enseignants peuvent intervenir là aussi, mais il y a un certain nombre de décrets, des décrets Robien qui viennent d'être pris, qui, naturellement, remettent en cause, là encore, les conditions de travail des enseignants, en leur imposant un certain nombre d'heures supplémentaires. De ce que disait Ségolène Royal sur l'enseignement, c'était la lutte contre les inégalités, et la carte scolaire a toujours été conçue comme un moyen d'opérer cette lutte. Or, c'est vrai qu'on s'aperçoit que dans les faits, elle est contournée par divers moyens. Et moi, il y avait quelque chose qui m'avait frappé dans ce qu'avait dit Ségolène Royal, c'est qu'elle disait qu'il fallait l'aménager, transformer certains aspects, et en particulier faire en sorte, je me souviens qu'elle avait eu cette image, de les centres-villes et l'extérieur des villes, faire des découpes en camembert plutôt enfin, avoir cette approche-là qui permet de mixer ce qui est en général le centre-ville qui est composé de lieux d'enseignement qui sont favorisés et les banlieues. Alors, je voudrais savoir où elle en est de cette réflexion et si c'est toujours quelque chose qui est à l'ordre du jour. À Rouen, je crois, où on a essayé justement de regrouper des établissements et en donnant à chaque établissement de même niveau des options particulières. Par exemple, options artistiques, options technologiques, etc. Pour que dans ce secteur-là, eh bien, les enfants qui veulent faire cette option-là ne s'éloignent pas trop, naturellement, d'une part de chez eux, mais puissent aller dans un établissement qui, d'habitude, était considéré comme un établissement de ZEP et donc mal considéré. Un scientifique, vous imaginez ce qu'est la situation dans une fac de lettres. Et là, vous avez vu qu'il y avait des études qui avaient été faites, elles ne sont peut-être pas très sérieuses, mais peut-être que quand même, on peut se poser des questions si notre université française est d'un bon niveau. Dans les années 60, les universités américaines faisaient venir des universitaires français, même dans des disciplines littéraires, c'était la mienne. On ne le fait plus maintenant du tout, c'est plutôt au contraire qui se passerait. Donc, je pense effectivement que le problème de l'université n'est pas le problème du secondaire, mais quand même, je pense que l'autonomie qui est souhaitable dans le secondaire, dans le supérieur, à plus forte raison, doit éventuellement s'accompagner d'un certain degré d'émulation entre les établissements. Je ne crois pas que, vous savez, l'émulation, vous savez tous, beaucoup d'entre vous ici, les enseignants, c'est un facteur aussi de progrès dans l'éducation, à tous les niveaux. Je pense qu'il faut faire très attention de ne pas ressasser trop les vieux couplets que l'on a entendus pendant longtemps dans la gauche égalitaire. Il faut se méfier de cela. Je crois que si on veut être ambitieux pour l'enseignement, je crois que pour l'éducation en général, il faut le mettre. C'était une priorité. Ségolène a tout à fait raison là-dessus. Je crois qu'elle a énormément de bonnes idées là-dessus. Mais il faut se méfier, ne pas faire non plus cet amalgame, dire bon, c'est l'école de la République. Je
par exemple, ça a un autre niveau, au niveau des universités, le diplôme d'État. Tous les diplômes se valent, toutes les universités donnent le même diplôme. C'est du vent, ça. C'est de la rigolade. Malheureusement, c'est pas vrai. Donc, il faut être un petit peu réaliste. Je sais que ce que dit là ne convient peut-être pas à un certain nombre de personnes. C'est mon sentiment. Je suis un socialiste de fraîche date. Vous l'avez peut-être deviné à mon propos. Mais il faut que ça bouge si on veut que notre enseignement sous ce coup évolue. Comme vous l'avez dit, les universités françaises sont très mal dotées par rapport aux universités des autres pays européens et même de l'OCDE. Il faut savoir que la France dépense actuellement par étudiant universitaire 6 700 € par an, alors qu'elle dépense plus pour un lycéen, dans les 8 000 €, et que la moyenne dans les pays de l'OCDE, donc disons les pays les plus développés, est de 9 000 € par an. Donc une des propositions de Ségolène Royal est de ramener en 5 ans le niveau de dépenses par étudiant universitaire à 9 000 € au niveau de la moyenne de l'OCDE. Sinon, par contre, une particularité française, c'est le système des grandes écoles, qui là ne sont pas du tout traitées de la même façon, parce qu'un étudiant des classes préparatoires, enfin la dépense publique annuelle pour un étudiant des classes préparatoires est 2 fois supérieure, ça va de 14 000 jusqu'à 20 000 € pour les écoles les plus prestigieuses. Donc ce que propose aussi Ségolène Royal, c'est de rapprocher, donc en particulier les étudiants des classes préparatoires et des grandes écoles bénéficient d'un taux d'encadrement et d'une aide à l'orientation bien supérieure que les étudiants universitaires. Et ce que propose Ségolène Royal, c'est aussi de rapprocher déjà les classes préparatoires des universités, d'implanter des classes préparatoires aussi dans les quartiers défavorisés et de rapprocher le taux d'encadrement des étudiants universitaires et celui des étudiants des classes préparatoires. Pour ce qui est de l'émulation, vous avez raison de soulever ce problème, mais pour qu'il puisse y avoir une émulation saine qui ne se réduise pas à une compétition dure et sans quartier sur la base de critères qui sont souvent pas très bons, parce qu'on sait que, par exemple, moi je suis chercheuse, dans la recherche on applique un peu le même type de critères et on entend dire maintenant qu'il faudrait introduire plus de pression, plus de compétition parmi les chercheurs, qu'on leur laisse trop de liberté, qu'on leur laisse étudier dans leur tour d'ivoire sans se préoccuper des retombées économiques. Mais on sait très bien que cette logique-là ne porte pas ses fruits à long terme, qu'il est très important au contraire de permettre à la recherche fondamentale de se développer dans la durée sans objectif immédiat, parce que la plupart des applications technologiques sont en fait imprévisibles. Donc c'est souvent longtemps après qu'on découvre qu'un résultat très théorique peut être mis en pratique pour une application qui a un impact énorme. Donc je pense que pour qu'il puisse y avoir une émulation sur de bonnes bases, il faut que les universités reçoivent des moyens beaucoup plus importants. Et Ségolène Royal, là, comme le rappelait Hervé Dupont, donc a promis d'augmenter de 10% par an le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, alors que Bayrou propose 5% par an, et que Sarkozy, qui a été au pouvoir pendant 5 ans et qui donc est responsable de ce qui a été fait, et en particulier de la loi sur la recherche qui a été approuvée cette année et qui a été votée seulement par les députés UMP et par 3 UDF, alors que tous les partis de gauche ont voté contre. Il peut difficilement se dissocier de ce qui a été fait pendant ces 5 dernières années, des coupes budgétaires que le gouvernement Raffarin d'abord et ensuite les gouvernements suivants ont essayé de faire sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et même si maintenant ils déclarent vouloir avoir compris l'importance des universités et de la recherche, il est difficilement crédible. Simplement une chose que je compléterai par rapport à votre propos pour l'essentiel de ça, c'est d'accord. Je pense que prendre les moyens c'est important, mais je crois aussi qu'il faut les cibler. Je crois que c'est ce que veut faire Ségolène par exemple par rapport aux entreprises. Elle donne de l'argent, mais pour créer des emplois. Je pense qu'il faudrait recréer un peu l'esprit de ce qui s'est passé après 81. C'était Chevènement à ce moment-là qui nous poussait, je vous signale. Et il s'est créé énormément de nouvelles formations et on leur a donné les moyens. Soit préparés. Comment?
Et merci de votre réponse. Je vois la première question, finalement. Conseil national pour l'emploi. Et je ne comprends pas votre question, c'est pour ça que là, il y aura une possibilité d'agir plus. Les jeunes qui auront d'une part fait des. À cet endroit-là, elle a même une vision beaucoup plus globale que la petite lunette, quoi. Elle part de l'entreprise, en fait, ce qui est très surprenant, de la PME. La PME ne peut pas embaucher un jeune du jour au lendemain, comme ça, quand elle a un contrat, voilà, ça y est, je suis autocariste, il faut que je rachète 7-8 bus, machin. Ou alors, j'ai un grand projet. Du monde du travail. Et Ségolène propose de faire une entorse à ces conditions d'embauche, et c'est d'ailleurs très fort. Elle propose effectivement un contrat gagnant-gagnant. Donc elle propose aux jeunes d'entreprise, mais prenez ce jeune, allez-y. Nous, on va vous donner des facilités, donc certainement en termes de charges sociales, parce que ça, c'est vachement important. Et d'un autre côté, elle a dit qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour que ça ne devienne pas des X stages, et que si ce jeune fait l'affaire, elle donnera encore peut-être. C'est pas grave. Ah. Moi, je serais. Non, c'est pas Encore C'est pas grave. Voilà, c'est peut-être. Je ne sais pas si ça éclaire ta question, mais c'est ce que j'ai entendu ce matin. En dessous. En dessous. Un boulot qui n'apporte pas de débouchés. Et ça, c'est dramatique. Dans des pays comme le Danemark ou comme la Suède, on oblige les jeunes, ils font une exception qui va leur donner du boulot. Moi, je crois que l'essentiel du problème de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est qu'on réussisse une bonne orientation avant d'impulser des moyens, de dépenser des gros moyens. C'est vrai que l'université ne coûte pas assez, il n'y a pas de moyens suffisants à l'université, on est bien d'accord, mais il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, il y a 47% des jeunes qui rentrent, qui ont le bac, qui rentrent à l'université, qui passent 5 ans à la fac et qui n'ont aucun diplôme. Et c'est parfois catastrophique parce qu'on les a envoyés faire un bac général qui ne leur servira à rien. Donc je crois que là, il y a un vrai problème qui se pose et c'est là que doit se mener aussi des transformations importantes dans la politique qui est à venir. Mais quand on essaie de faire de l'orientation et de la sélection en université, on nous interdit de le faire. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que lorsqu'on essaie de dire aux étudiants, bon, il faut plutôt s'orienter vers ça, il faudrait peut-être essayer. L'université elle-même vous interdit de le faire. Je donne l'excès de dire aux étudiants, bon, il faut plutôt s'orienter vers ça, il faudrait peut-être essayer. L'université elle-même vous interdit de le faire. Je donne l'exemple, puisque je faisais allusion à ça tout à l'heure, quand j'ai, avec un certain nombre de collègues, créé le département communication à la Fête de l'Aide, en 84. On avait droit à 220 étudiants par an. On avait admis le principe de la sélection. Je crois, chez une personne, non, il faut que ça soit, qu'il y ait une véritable connaissance. Et d'ailleurs, au plan des collèges aussi, ça va permettre aux élèves aussi de mieux, et à tous les élèves, de mieux connaître le monde professionnel et notamment le travail manuel. On parle beaucoup actuellement, mais je crois que là, il y a quelque chose à faire de très important aussi. Et au niveau des lycées, c'est beaucoup plus. C'est vrai qu'on réclamait qu'il y ait, parce qu'il y a eu une baisse considérable des conseillers d'information et d'orientation, mais s'il y a un service public de l'orientation, ça sera un statut complètement différent et avec des personnes qui auront les moyens effectivement d'intervenir et de faire travailler les élèves. Je voudrais juste répondre encore pour ajouter un petit peu dans le même sens. C'est que dans les années 90, je me souviens à l'époque où j'enseignais histoire géo comme toi,
il y avait des études. En fait, elle dit tout se tient. Effectivement, elle veut créer un service public de l'information et de l'orientation qui informerait notamment les futurs étudiants des débouchés, des filières qu'ils veulent choisir. Des débouchés et des non-débouchés surtout. Parce que si vous choisissez tous une filière psycho ou sociaux, ben, effectivement, à la fin, il n'y a pas grand-chose. Donc déjà, ils seraient avertis des possibilités par la suite de trouver des débouchés. Après, concernant ces fameux stages d'entreprise à tous les niveaux du cursus éducationnel, ça c'est très positif. Mais moi j'y vois quelque chose de plus positif encore de ce que vous avez dit, même si j'approuve ce que vous avez dit, du côté de l'employeur, qui lui souvent a peur de recruter quelqu'un parce que s'il se dit s'il recrute une chèvre, ben, comment je fais après pour m'en séparer? Et donc s'il a l'occasion de voir, à l'occasion d'un stage ou de 2 stages pendant le cursus scolaire, un étudiant en qui il peut penser que cette personne va convenir à l'entreprise, eh ben, il sera d'autant plus encouragé à l'embaucher que s'il connaît personne. Et moi, je le vois personnellement, des fois, il m'arrive de trouver des gens. Alors souvent, c'est le hasard, hein, où il y a quelqu'un qui vient faire un salon d'entreprise, celui-là, il est vachement bien, j'étais pas en phase de recrutement, mais tant pis, je vais le garder parce que, franchement, en gros, il va me rapporter. C'est ça l'idée de l'entrepreneur, parce que embaucher quelqu'un qui coûte et qui rapporte rien, ça n'intéresse pas. Par contre, si on fait ces stages, effectivement, l'étudiant va se familiariser avec le milieu de l'entreprise, mais aussi l'employeur va mieux connaître l'étudiant qui pourrait arriver dans son entreprise. Et quand on se connaît mieux, eh ben, on s'apprécie davantage. Donc ça, moi, je trouve que c'est très très important. Et effectivement, il faut éviter ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la sélection par échec. Donc il faut avoir le courage de dire, eh bien, il va bien y avoir une sélection qui va se faire quelque part, et autrement que par l'échec. Parce que pour l'instant, ça se fait par l'échec, et depuis tout petit. Depuis la maternelle, la sélection se fait par l'échec. Et ça, c'est très mauvais pour l'égalité des chances. Voilà. Très fort. Il y en a une autre qui est peut-être un peu plus obscure, qui me paraît aussi très importante, c'est ce qu'elle appelle l'école des parents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, mon épouse est enseignante et on en parle assez souvent, que beaucoup de parents sont un peu déboussolés, ne savent pas très bien comment s'y prendre avec leurs enfants, et qu'ils auraient peut-être besoin eux-mêmes de retourner à l'école. Donc l'idée, on la voit bien, mais en pratique, ça pourrait se faire comment? En pratique, c'est vrai que là, elle parle de l'école des parents. Moi, je voudrais quand même insister sur l'importance du soutien des familles, justement, au système éducatif. L'importance de la participation de la famille à l'acte éducatif. Et ça va dans ce sens-là. Elle le voit dans ce sens-là, Ségolène Royal. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont actuellement, et notamment dans certains quartiers défavorisés, mais pas seulement, si on n'est pas averti du système scolaire, eh bien, ou si on ne fait pas partie d'une fédération de parents d'élèves, cela, naturellement, il y a une formation qui est faite par l'intermédiaire des associations de parents d'élèves, mais c'est vrai que, et je l'ai vécu moi en tant que professeur principal au lycée et en collège auparavant, les parents ne connaissent pas le système scolaire. Ils ne connaissent pas, ils suivent difficilement la progression de leur enfant. Et même certains parents ne parlent pas le français du tout. Et il y a là une possibilité par l'école des parents. Alors, qui ferait cette école des parents? Et ça, c'est à voir plus tard. Je ne peux pas là actuellement, et je crois qu'elle-même ne peut pas dire exactement, concrètement, comment cela se fera. Mais je pense qu'on peut mettre en place un certain nombre. Alors, il y a actuellement des associations, c'est vrai, qui travaillent déjà dans ce sens-là. Notamment, je fais partie d'une association qui travaille, qui s'appelle Elle des Moulins, et qui informe, qui tout en apprenant le français aux femmes qui habitent ce quartier-là, les enseigne, les forme sur le collège, l'école, sur la façon dont leur fils ou leur fille
va à l'école et son institution scolaire. Alors, elle parle donc d'un service public de la petite enfance, ça peut faire partie de ce service public. Ça ne serait pas impossible qu'il y ait la formation, mais là je dis que, je pose la question simplement, hein, mais effectivement, par l'intermédiaire du service public, il y a la possibilité de former des personnes, de nommer des personnes qui soient responsables de la formation. Ça c'est à mon avis, c'est un gros problème qui intervient dans l'éducation des gens, où on les incite à consommer des biens matériels, avec marque si possible, plus qu'à des biens intellectuels. Alors j'ai bien entendu qu'elle voulait mettre dans l'école l'éducation artistique à tous les niveaux, et ça, moi je trouve ça très positif, mais est-ce qu'elles vont faire quelque chose aussi pour ce que je viens d'évoquer? Elle a parlé d'abord de gratuité totale à l'école, et c'est vrai que nous en avons discuté auparavant. Bon. Sur le deuxième point, sur le problème de la marchandisation, effectivement, de la culture et même du système scolaire, je crois qu'elle est parfaitement. Oui, l'incitation à consommer. Ben, là, c'est la définition. Alors à ce moment-là, moi, je crois qu'elle enfin, je pourrais je sais pas, mais je pense qu'elle est parfaitement contre ce principe-là. Des outils intellectuels pour résister dans ce biais-là. Je crois. Me semble. Oui, Me semble. Oui, moi je crois aussi que c'est la réflexion que je voulais faire également, c'est que l'école, elle fait partie de la société, évidemment, c'est une porte ouverte, mais n'empêche qu'elle en est tellement le reflet qu'on le retrouve ici. Donc le projet de société qui est donné par notre candidate, contrairement à d'autres projets de société donnés par notre candidat, évidemment dans ces projets-là, imaginons celui de Sarkozy, comment dans un projet de société mené par Sarkozy peut-on imaginer l'amélioration de l'école, alors que justement l'école reflétant tout ce qui se passe autour, la violence dans laquelle on nous conduit, bon, on voit bien qu'aujourd'hui, depuis pas mal de temps, pas mal d'années, on est dans une société de violence où on dresse les gens les uns contre les autres, que ce soit dans la rue, dans les gares, n'importe où, dans les écoles, à la porte des écoles. Donc, tant qu'on est dans ce climat-là de consumérisme total, de violence, d'inégalité accentuée entre les familles, donc les enfants montent à l'école, les inégalités se reflètent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, on ne peut pas imaginer que l'école puisse s'améliorer sensiblement dans un tel contexte. Donc, bon, ça, je suis tous d'accord ici, j'imagine pour dire ça. Mais ça, ce que je voulais dire, c'était que c'est la société, c'est tout ce qui entoure l'école, c'est notre monde entier qu'il faut arriver à transformer profondément pour que l'école puisse, à l'intérieur de cette réforme-là, de ce changement profond, évidemment, trouver une substance de changement. Parce que ce qu'on disait sur le consumérisme, évidemment, cette réforme, moi je suis prof au lycée, et la première des choses que je dois faire quand je rentre dans la classe, quand les élèves rentrent dans la classe, comme disait madame, pour arriver à trouver une instance d'attention, c'est, je dirais, dans ma tête, je fais taire le monde extérieur. Alors le monde extérieur, ça veut dire justement la violence, la tension, le portable, qui est constamment là, dans les classes, on ne le voit pas toujours, quand il y a 35 élèves, on ne le voit pas, le portable, la violence, tout ça, la consommation, la futilité. Donc tout ça, ce sont nos élèves, nos enfants, etc. Et quand on rentre dans la classe, il faut arriver à faire taire tout ça pour arriver à rassembler l'attention des élèves et à faire court, c'est-à-dire à travailler sur des textes, à travailler sur l'esprit critique, à faire réfléchir, etc., à faire notre travail de prof, parce qu'on est très idéaliste, on est prof, et on arrive à faire ce travail-là. Mais je pense qu'il faut établir ce sas, comme l'avait dit Mérieux très bien d'ailleurs, on fait un sas entre 5 minutes, entre la sonnerie et le début du cours. Comme si on voulait un petit peu chasser, faire taire tout ce qui les environne. Mais c'est puissant, c'est extrêmement puissant. Donc quand on veut enseigner, mais que ce soit à l'école primaire ou au collège, lycée, peu importe, quand on veut enseigner correctement, on a affaire à tout ça. Et c'est très fort. Donc pour arriver à une qualité d'enseignement. Donc mon propos, ce n'était pas une question, c'était vraiment une remarque. C'est que tant qu'autour de nous, le monde est violent, le monde est illégal, est profondément illégal, à l'école, on retrouve ça et c'est très difficile de changer le système. Et évidemment, avec les mesures proposées par notre candidate, qui ne propose pas seulement un changement à l'école, mais un changement global, évidemment, c'est autre chose.
Et je crois que il ne faut pas tomber en utopisme, me semble-t-il. Je crois que la transformation de nos chères têtes blondes, elle est liée aussi à ce que l'exemple que l'on peut donner soit des exemples de positivisme. Et faire un sas, je pense qu'effectivement c'est quelque chose de très louable et certainement nécessaire. Mais je crois que ce qui compte, c'est de croire, d'espérer dans les valeurs de la République qui sont celles que l'on a inculquées aux enseignants. Et je crois que ce sont ces valeurs-là qui sont peut-être des choses à voir à la base. Je crois que ce sont ces transmissions-là qui sont à donner. Et on ne peut pas demander à des jeunes de ne pas être dans leur époque. C'est impossible. On ne peut pas demander à un monde qui est dans la violence de se transformer dès demain. Je crois que c'est des réflexions que tous nous devons mener, de transmettre. Je crois que c'est... On ne peut pas vivre dans l'utopie, on ne peut pas se cacher les yeux. Voilà, c'est tout simplement une réflexion. Merci. Moi, je voulais juste répondre à ce que vous avez dit sur le fait que l'école n'est qu'une facette d'une société multiforme et qu'il faut donc, si j'ai bien compris, donc il faut s'attaquer à la société tout entière pour transformer l'école dans le sens que... Enfin, je pense que Ségolène Royal, quand elle dit que l'école, l'éducation est au centre de son programme, elle veut vraiment dire que l'école, en fait, est un lieu premier, un lieu fondateur où justement se fonde la vision de la société qu'auront nos enfants quand ils deviendront grands. Et donc, il faut que ça reste un endroit... Enfin, ça donne une énorme responsabilité, bien sûr, aux professeurs, parce que, comme le disait Aline avant, ça veut dire qu'il faut armer ces enfants, leur développer leur esprit critique, leur donner la capacité d'interpréter, de décrypter, de résister aux pressions de la société. En même temps, l'école doit rester un sanctuaire où des enfants qui n'ont pas forcément des conditions très très favorables à l'extérieur peuvent oublier justement pendant tout un temps les pressions ou les difficultés de leur vie quotidienne pour se consacrer tout entier à autre chose, à leur développement individuel. Donc, c'est par là que tout commence. Enfin, c'est pas simplement un reflet d'une société, c'est l'endroit où on crée le potentiel pour changer la société. Donc, en conseil de classe, on dit, puisqu'il a 10, on laisse passer. En première, ce sont les parents qui décident du passage des élèves en terminale. Ils ont 3 ou ils ont 4 de moyenne. Les profs conseillent le redoublement et les parents décident que l'élève passera en terminale. Sur le livret scolaire au moment du bac, on ne peut plus marquer une appréciation désobligeante pour l'élève. À l'heure actuelle, on ne peut plus mettre un 0 pour un élève qui n'a pas remis son devoir. On marque n'a pas remis son devoir, mais on ne peut plus le sanctionner au niveau de la note. Voilà. Alors, il y a tout un tas de choses, d'impuissance comme ça, qui font que certains profs ont le sentiment que, bon, après tout, je le fais, je le fais pas, je le fais bien, je le fais pas. Ils sont d'une certaine façon dépossédés de leur rôle d'enseignant. Voilà. Et ça crée dans certains établissements un sentiment de découragement. Pas de moyens pour l'absentéisme, pas de moyens de sanction, je vais dire des trucs qui peuvent choquer, pas de moyens de colle parce qu'il n'y a personne pour surveiller les élèves. Tout un système comme ça qui donne aux profs le sentiment que, bon, après tout, ce sont les élèves qui font un peu ce qu'ils veulent, ou que les parents décident pour eux. Voilà. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire si on veut redonner un peu pas de choses aux profs. Oui, alors, la réponse, je crois, par rapport à ce problème qui est général, c'est vrai, d'un malaise, d'un mal-être des enseignants à l'heure actuelle.
Et effectivement, je crois que c'est pas nouveau quand même, il dure depuis pas mal de temps. Hein. Ce sentiment du mal-être des enseignants, je crois qu'elle a essayé de le prendre. Ne serait-ce que d'abord, ces états généraux, normalement, sont destinés aux enseignants. Donc, essayer de montrer, elle ne veut pas faire une énième réforme. Elle veut essayer d'améliorer le système. Complètement ce que vous venez de dire. Je crois que le discernement dont il est question au moment du vote, c'est appréhender en totalité les conséquences de son vote. Et effectivement, je crois qu'on est dans une dérive populiste. La plupart des Français pensent qu'on est dans une phase populiste. Pas du tout. Je crois que le pire est à venir. Regardez ce qui se passe en Pologne, par exemple. Hein, on a des exemples tout autour de nous. Et dans cette société de l'information, on ne peut plus dire qu'on n'est pas au courant. Je crois que c'est ce qui est le plus important, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé le cadre de choix de candidats sur des impressions purement médiatiques. On est devant un choix de société. Et j'ai l'impression que la dernière fois, ça a été une élection à blanc qui n'a pas imposé de vrai choix de société, parce qu'au second tour, il n'y avait pas photo, entre guillemets, entre Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et je pense qu'on va changer de société. Et je pense que c'est un tournant tout à fait historique. On revient à 81, on revient à 1958. On est à un tournant de l'histoire de ce pays. Et effectivement, et en plus, en tant que républicain, en tant que socialiste, j'allais dire et en tant que laïc, on ne peut rien faire sans l'école. Ça, je pense qu'il faut le redire aux parents, il faut le redire aux enseignants, il faut le redire aux étudiants. On ne peut rien faire sans l'école. Moi, je suis l'exemple vivant. Je suis un gosse immigré, donc beaucoup l'ont oublié, ils sont comme moi, mais donc effectivement, il n'y a que l'école qui permet d'acquérir un certain nombre de savoirs. Et ce qui me paraît pour moi aujourd'hui prépondérant, c'est le savoir qui permet d'apprendre. Puisqu'on va être dans une société de la connaissance et on va avoir besoin d'actualiser nos connaissances tout au long de la vie. Ça, c'est un fait incontournable sur lequel il n'y a plus de discussion possible, je crois. On va être obligé d'apprendre tout au long de notre vie. La société n'est plus figée, elle est devenue extrêmement mobile. Si on n'a pas l'acquisition des connaissances de base à l'école, je pense que c'est une dégradation de l'état du citoyen. Je pense qu'on va revenir à la Grèce ancienne ou à Rome. Merci de votre attention. Oui, bon, peut-être, à moins qu'il y ait d'autres demandes de parole, je ne sais pas. Oui, je crois nettement, et je le dis tout de suite, en tant que socialiste, d'ailleurs, à l'éducabilité des enfants, l'éducabilité des hommes, à la progression. Et effectivement, cette éducabilité, eh bien, elle est surtout au sein de l'école, et l'école est au centre de notre projet de société. C'est ce que vient de dire notre ami, mais je le crois fondamentalement. Et je crois que là, véritablement, il y a deux projets de société qui s'affrontent. Il y a le projet de société de la droite et le... Parfois, quand j'ai parlé des 35 heures, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'il y a non seulement les heures de cours, il y a aussi le travail que vous faites en liaison avec les parents. Il y a les conseils de classe, il y a la préparation des cours, la correction des cours. Et ce que j'ai voulu dire, et ce que je redis clairement, franchement, devant vous, c'est que je souhaite que les enseignants puissent avoir des conditions de travail bien correctes,